Cinquièmement, caractéristiques d'un dipôle. Quelques définitions. Un dipôle est caractérisé par la relation entre la tension grand U à ses bornes et l'intensité du courant qui le traverse. Alors, le graphe U égale petit f de grand I est appelé caractéristique tension-courant. Tension d'abord pour la première grandeur U ici, et courant pour la deuxième. Donnons deux exemples de caractéristiques. Caractéristique U égale F de I pour une lampe. Donc, la tension est en ordonnée, l'intensité est en abscisse. On a représenté le symbole de la lampe avec la tension UAB fléchée et l'intensité I en remarquant que l'intensité I est de sens opposé à UAB. Deuxième exemple, caractéristique d'une pile. On voit que ce n'est pas du tout la même allure, avec toujours tension en ordonnée et I en abscisse. D'autre part, on peut aussi tracer le graphe I égale G de U, appelé caractéristique courant-tension du dipôle. Cette fois-ci, on prononce courant au début, car I est en premier, et tension à la fin, car U est en deuxième position. Un exemple de caractéristique du type I égale G de U, la caractéristique I égale G de U d'un module photovoltaïque. On voit qu'ici, grand I est en ordonnée et que grand U est en abscisse. Ce qu'il faut le remarquer, c'est que l'allure de la caractéristique d'un dipôle dépend de la nature du dipôle. En effet, si je compare la caractéristique d'une lampe et d'une pile, c'est pas pareil du tout. Voilà donc la définition qu'il faut retenir. Caractéristique d'un dipôle de type ohmique, résistance, loi d'Ohm. Alors ça c'est quelque chose que vous avez vu en cycle 4, on va le rappeler. Exercice. Donc un groupe d'élèves relève la tension UAB aux bornes d'un dipôle de type ohmique pour différentes valeurs de l'intensité grand I du courant qui le traverse. Et il obtient ainsi la caractéristique UAB égale F de I. Voici la caractéristique. Alors ici il y a le nuage de points, en ordonnée UAB en volts, en abscisse I en ampères, et la schématisation du dipôle avec les deux tensions, avec la tension UAB fléchée et le courant I qui est de sens opposé à UAB. Modélise le nuage de points obtenu, justifie. Alors, réponse. Les points du nuage sont alignés avec l'origine. Donc, autrement dit, on peut modéliser le nuage par une droite passant par l'origine. On dit qu'on a une modélisation linéaire. Traçons cette droite, la voici. Écris le type d'équation de la droite de modélisation. Réponse. Elle est du type y égale a petit x, où y est égal à UAB, et x égale grand I. Petit a est le coefficient directeur de la droite. Calcule numériquement le coefficient directeur, qu'on va noter cette fois-ci grand R, de la droite. Grand R est appelé résistance du dipôle ohmique et s'exprime en ohm, petit o HM. Alors ohm, c'est un physicien. On écrit, si on veut écrire l'unité en toutes lettres, eh bien on écrit avec une minuscule. C'est la convention. Deux symboles, grand oméga. Alors, grand oméga, c'est une lettre grecque. Là, c'est une lettre majuscule grecque qu'on appelle oméga. Voici, il faut retenir son symbole. Alors, évidemment, c'est si I est en ampères et si UAB est en volts. Réponse. Alors, on choisit un point thème de la droite parce qu'on veut calculer le coefficient directeur. Donc on va choisir par exemple ce point-là, grand M, le plus éloigné possible de O pour avoir une mesure de grand R la plus précise possible. Et puis, eh bien, on va calculer les coordonnées du point grand M. Donc pour cela, pour les mesurer, les calculer, on va projeter grand M d'abord sur l'axe des abscisses et on va obtenir la valeur de l'intensité correspondante, c'est-à-dire de l'abscisse. Et on note ici grand I égale 0,024 ampères. Puis on projette grand M orthogonalement sur l'axe des ordonnées et on lit la valeur
U égale 8,0 volts. On la note ici, UAB égale 8,0 volts. On en déduit grand R. Grand R, le coefficient directeur, qui est le rapport entre l'ordonnée et l'abscisse, c'est-à-dire UAB sur grand I, égale 8,0 volts divisé par 0,024 ampères, égale 333,333 ohms, et égale 3,3 puissance 2 ohms avec 2 CS par défaut. Quatrièmement, donne la relation littérale entre UAB, R et I que l'on va appeler la loi d'Ohm. Alors la relation elle est ici, et on va l'écrire sous la forme UAB égale grand R fois I. Autrement dit, que faut-il retenir? Alors, on dessine d'abord le dipôle ohmique avec sa tension fléchée UAB et l'intensité I qui traverse du courant qui traverse le dipôle. Vous remarquez que la tension fléchée UAB et la flèche courant sont de sens opposés. On a alors la loi d'Ohm que l'on va énoncer. La tension UAB en volts aux bornes d'un dipôle ohmique a pour expression UAB égale R fois I, avec I intensité du courant traversant le dipôle en ampères, et grand R, la résistance du dipôle en ohms de symbole grand oméga. On peut aussi exprimer la loi d'Ohm, non pas avec UAB, mais avec UBA. Alors dessinons UBA, voici UBA, la flèche de UBA, la pointe de la flèche est en B cette fois-ci. Comme nous savons que UBA égale moins UAB, nous en déduisons que UBA égale moins RI. Autrement dit, la loi d'Ohm peut s'exprimer avec plus ou moins RI, suivant que l'on considère UAB ou UBA. Voilà donc ce que l'on peut retenir. Point de fonctionnement d'un circuit. Alors proposons un exercice. Un groupe d'élèves a tracé deux caractéristiques. Alors les voici, une caractéristique en bleu, une caractéristique en rouge. On va préciser de quel composant électronique il s'agit. Alors, d'abord, la caractéristique UG égale F de I pour un générateur. Cette caractéristique, c'est la caractéristique bleue. Précisons les grandeurs en ordonnée et en abscisse, nous les voyons, UG en ordonnée et I en abscisse. Ici, on a représenté le générateur avec la tension UG au bord du générateur et l'intensité I qui le traverse. Vous voyez que cette fois-ci, il s'agit d'un générateur et l'intensité U du courant est de même sens que la flèche. On a aussi représenté en rouge UG égale G de I, la caractéristique d'un dipôle ohmique de résistance grand R. Voilà, alors ici on précise les grandeurs en abscisse et en ordonnée, UR en volts ici, bien sûr toujours I en abscisse, et le symbole de du dipôle ohmique avec UR et I. Cette fois-ci, pour ce dipôle ohmique qui est un récepteur, eh bien grand I et UR sont de sens contraire. Alors, le professeur propose alors aux élèves le circuit ci-contre. Voici ce circuit. C'est-à-dire qu'il a associé UR et G en série, UG et R formant un circuit fermé. Alors, il a représenté UG et I pour le générateur, UG et I de même sens, et pour le récepteur conducteur ohmique, enfin dipôle ohmique, eh bien UR et I sont de sens contraire. Il pose alors la question suivante, à l'aide des deux caractéristiques, prévoit les intensités du courant qui traversent G et R, ainsi que les tensions aux bornes de G et R. Précise ton raisonnement. Réponse. Alors, le circuit proposé est un circuit série. Donc, si on se souvient du cycle 4, les intensités dans G et R ont la même valeur, IF. D'autre part, les tensions aux bornes de G et R ont la même valeur UF. Pourquoi? Car R, c'est-à-dire le dipôle ohmique, est aux bornes de G.
donc la même tension aux bornes de G et de R. Sur le graphe, alors si on revient au graphe, hein, parce que nous, on veut prévoir les intensités du courant et des tensions aux bornes de G et R. Sur le graphe, les conditions, même intensité IF, on avait vu qu'il y avait la même intensité IF et même tension UF, sont vérifiées au point d'intersection PF des deux caractéristiques. Le voilà, vous voyez, le point d'intersection PF, eh bien il a, si vous voulez, les IF et UF sont les mêmes pour le générateur et pour le dipôle ohmique. PF est appelé point de fonctionnement du circuit. Alors, ce que demande le professeur, c'est les valeurs de IF et UF que l'on peut prévoir pour un circuit. Alors, on va on va donc projeter le point de fonctionnement PF sur l'axe abscisse. On va obtenir l'intensité IF qui circule dans le circuit proposé par le professeur. Voici donc l'intensité IF 0,017 ampères. On la lit ici et on marque sa valeur. Puis, on va projeter le point de fonctionnement sur l'axe des ordonnées et on va obtenir l'autre coordonnée, c'est-à-dire l'ordonnée UF égale 5,7 volts que l'on note ici. UF égale 5,7 volts. Autrement dit, vous avez vu que en associant les deux composants en série, on peut, et connaissant les caractéristiques, on peut en déduire les coordonnées du point de fonctionnement. Le point de fonctionnement d'un circuit comportant en série un générateur et un dipôle récepteur, lampe, dipôle ohmique ou autre, et le point d'intersection PF, ici, des caractéristiques du générateur, là aussi, et du récepteur. On peut ainsi prévoir les valeurs UIF et UF et éviter ainsi une détérioration du dipôle récepteur. C'est-à-dire que si on branche un générateur qui délivre une tension importante, on peut griller le récepteur. Et là, cette méthode-là permettra de protéger, d'éviter la détérioration du dipôle ohmique. Les capteurs électriques. Définition. Un capteur électrique permet de convertir une grandeur physique non électrique ou grandeur d'intérêt en une grandeur physique électrique ou signal électrique. Alors, représentons par un petit rectangle un capteur électrique. Alors, un capteur électrique est sensible à un signal non électrique. Par exemple, une intensité lumineuse, une température, une pression. Alors, une intensité lumineuse, une température, une pression, c'est ce qu'on appelle une grandeur d'intérêt, c'est-à-dire une grandeur que l'on va être amené à mesurer. Alors, le capteur électrique, il a une réponse à ces grandeurs non électriques. Cette réponse est une grandeur électrique, qui peut être une résistance électrique, une intensité, une tension. Autrement dit, un capteur électrique permet de convertir une grandeur physique non électrique, c'est-à-dire la grandeur d'intérêt, en une grandeur physique électrique, c'est-à-dire la résistance, l'intensité, la tension. Donnons des exemples de capteurs dans les objets de la vie quotidienne. Alors, on va mettre des exemples de capteurs. Ici, nous avons représenté une photorésistance, ici une thermistance, ici un pressiostat. Alors, dans cette rubrique, nous allons préciser la grandeur d'intérêt pour chacun des capteurs électriques que nous avons cités. La photorésistance, la grandeur d'intérêt, c'est l'intensité lumineuse. C'est-à-dire, la photorésistance est sensible à une intensité lumineuse. La thermistance est sensible à la température. Si on change la température, on aura des valeurs de grandeur électrique différentes. Et le pressiostat est sensible à la pression.
Dans cette case, nous allons préciser les objets de la vie quotidienne dans lesquels interviennent ces trois composants. Ici, par exemple, nous pouvons citer un détecteur de présence, c'est-à-dire que si quelqu'un passe devant la photorésistance, l'intensité lumineuse est plus petite et la résistance électrique, la photorésistance, va varier. La thermistance, donc, intervient par exemple dans des appareils tels que des thermomètres électroniques. Le pressiostat peut intervenir dans un manomètre, c'est-à-dire un appareil qui permet de mesurer la grandeur d'intérêt, c'est-à-dire la pression. Mesure d'une grandeur d'intérêt à l'aide d'une courbe d'étalonnage. Alors, pour un capteur électrique, ce qu'il faut retenir, la grandeur électrique, c'est-à-dire résistance, tension, intensité, etc., est liée à la grandeur d'intérêt. Température, intensité lumineuse, pression, etc. On peut alors obtenir une courbe d'étalonnage du capteur, c'est-à-dire le graphe, donnant la grandeur électrique en fonction de la grandeur d'intérêt. Alors c'est quelque chose qu'il faut construire. Donnons un exemple sur un petit exercice. Mesure d'une température à l'aide d'une courbe d'étalonnage d'une thermistance. Alors, un groupe d'élèves a construit expérimentalement la courbe d'étalonnage d'une thermistance et voici cette courbe d'étalonnage. Commentons-la. En ordonnée, on a la résistance, c'est-à-dire la grandeur électrique, et en abscisse, nous avons la grandeur d'intérêt à mesurer. Donc on fait les élèves, ils ont plongé la thermistance dans différents milieux de températures différentes et ont mesuré à chaque fois la grandeur électrique, c'est-à-dire la résistance. Et ils ont obtenu cette courbe. Puis, que vont faire les élèves? Eh bien, ils placent la thermistance à température ambiante. Et ils mesurent alors la résistance à l'aide d'un ohmmètre. Un ohmmètre, c'est un appareil qui permet de mesurer directement la résistance. Eh bien, les élèves trouvent alors 990 ohms. La question, c'est que, à l'aide de la courbe d'étalonnage, on demande aux élèves de déterminer la température du milieu ambiant, c'est-à-dire la grandeur d'intérêt. Alors pour cela, on va utiliser la courbe d'étalonnage. On a une indication, une information, c'est que pour la température ambiante, grand R égale 990 ohms. On repère 990 ohms ici sur l'axe des ordonnées. Voici 990 ohms. Et à partir de là, bien, on va lire sur le graphe la température, c'est-à-dire la grandeur d'intérêt. Donc pour cela, on projette parallèlement à l'axe des abscisses le point d'ordonnée 990 ohms, et puis eh bien, on projette le point correspondant de la courbe d'étalonnage sur l'axe des ordonnées, et on lit eh bien, la valeur de la température ambiante, c'est-à-dire de la température du milieu dans lequel est plongée la thermistance. Donc, au bilan, eh bien, on a mesuré la grandeur d'intérêt, la température ambiante, ici, 24 degrés Celsius. Alors, commentons un petit peu les notions et contenus vus dans le cours de cette leçon. Loi des nœuds, loi des mailles. Il faut savoir exploiter la loi des nœuds et la loi des mailles dans un circuit électrique comportant au plus 2 mailles, mais on a vu qu'on pouvait en avoir 3. Savoir mesurer évidemment une tension et une intensité, ça relève de la manipulation, de ce qu'on a fait en TP. Ensuite, la notion de caractéristique tension courante d'un dipôle. Il faut savoir exploiter la caractéristique d'un dipôle, c'est-à-dire par exemple à l'aide utilisant un point de fonctionnement et de connaître la modélisation par une relation d'une caractéristique, par une relation de type U égale F de I et I égale G de U. On a parlé de résistance et de système à comportement de type ohmique, et il faut savoir utiliser la loi d'Ohm.
la loi d'Ohm a son énoncé, et puis évidemment avec Python, un langage de programmation, on doit être capable de représenter un nuage de points et de mesurer la résistance. Notion de capteur électrique, citer des exemples de capteurs présents dans les objets de la vie courante, voilà, et notion de courbe d'étalonnage, par exemple, produire une courbe d'étalonnage à l'aide d'un capteur résistif tel qu'une thermistance. Voilà. La leçon est donc terminée.